Faux prophètes anti-vax mais vrais escrocs. Le cas Andrew Wakefield. Les anti-vaccins dénoncent sans cesse les prétendus conflits d'intérêts, fraudes et manquements éthiques des promoteurs et fabricants de vaccins. Ce qu'ils ignorent, ou plutôt refusent de voir, c'est que leur croisade fut proclamée par un charlatan qui se roule sans honte dans ses vices. Se faisant passer pour un martyr et criant au complot de l'industrie pharmaceutique à chaque révélation contredisant ses élucubrations, Andrew Wakefield reste encore aujourd'hui la star des milieux anti-vaccins, comme le témoigne le succès de son documentaire Waxed, soutenu par la députée européenne EELV Michèle Rivasi. Un vaccin éprouvé pris pour cible. Pour le grand public, son épopée commence en 1998. Alors médecin gastro-entérologue, il publie avec quelques acolytes une étude de cas faisant état d'un lien possible entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon et rubéole, et des troubles préautistiques. Le journal n'est pas une obscure revue pay to publish nigériane, mais un journal de référence de la médecine, The Lancet. Cette publication aux conclusions prudentes n'est qu'un prétexte pour des interventions médiatiques fracassantes. En conférence de presse, Wakefield demande carrément un moratoire sur la vaccination, provoquant la panique de nombreux parents. En novembre 2000, il déclare sur CBS qu'il soupçonne la polyvaccination et un adjuvant, le thiomersal, d'être responsable de l'épidémie d'autisme. Un complot, un vrai. Ce que le grand public, la revue et même la plupart de ses co-auteurs ignorent, c'est que cette étude n'est qu'une pièce d'une vaste machination destinée à générer des millions. Dès 1997, Wakefield avait déposé un brevet pour un nouveau vaccin ROR. Parallèlement, il avait levé des fonds auprès d'un cabinet d'avocats qui préparait une action collective en justice contre les fabricants du vaccin. Pour faire fonctionner ce business plan juteux, Wakefield et ses sbires devaient au préalable décrédibiliser les vaccins qui protègent efficacement des milliards d'Homo sapiens depuis des décennies. Le raout médiatique autour de l'étude permet de lancer la croisade noire contre les vaccins et de mettre en avant les principaux arguments, 1000 fois réfutés, mais toujours repris par les croyants. On vaccine trop jeune, avec des adjuvants dangereux, etc. Le succès des prêches anti-vaccins se mesure aisément à la recrudescence des décès et séquelles à long terme par maladies évitables par la vaccination. Le cas de la coqueluche au Royaume-Uni dont le taux de vaccination avait flanché suite à une campagne de calomnie dans les années 70 illustre parfaitement la recrudescence naturelle de ces maladies dès que la couverture vaccinale devient insuffisante. Les contre-expertises scientifiques boudées par les médias. Face à ce délire, les scientifiques sérieux se mettent au travail. Les études épidémiologiques contredisant la thèse de Wakefield s'empilent dès 1999. Mais leur timing et leur diffusion confidentielle limitent leur impact auprès du grand public. Quoique la science découvre et confirme, les croisés anti-vaccins ont décidé de suivre leurs faux prophètes. Les grands médias se gardent bien de dégonfler la baudruche qu'ils agitent frénétiquement devant leurs spectateurs. Ainsi, pendant plusieurs années, Wakefield sera libre de faire prospérer son mouvement criminel. La bête noire de Big Pharma au secours des vaccins. Mais un homme va se dresser pour barrer cette route jonchée de cadavres, de victimes handicapées et stérilisées. Le journaliste Brian Deer, spécialisé dans les questions médicales, il a dévoilé plusieurs affaires de collusion entre scientifiques et industrie du médicament. Il est le tombeur de l'antidouleur Vioxx, retiré, et de l'antibiotique Bactrim, usage très fortement restreint. Mais cette fois, c'est un complot d'une toute autre nature qu'il va mettre à nu. En 2004, Deer publie dans le Sunday Times un premier article dénonçant les liens entre Wakefield et le cabinet d'avocats qui prévoit d'attaquer les fabricants de vaccins. Deer découvre aussi que l'affabulateur a infligé des actes médicaux intrusifs et douloureux aux enfants autistes, colonoscopie et ponction lombaire, sans accord du comité d'éthique de son hôpital. Sentant le vent tourner, la plupart des co-auteurs du falsificateur se rétractent. La chute, hélas, incomplète du falsificateur. Sous pression suite à l'article de Deer, le British General Medical Council lance une enquête. Elle aboutit en 2010. Wakefield et 2 de ses co-auteurs sont accusés de dizaines de fautes graves, dont falsification, tromperie, manquement éthique. The Lancet rétracte complètement l'article, mais mauvais joueur, il relègue ce mea culpa dans un minuscule article anonyme. Dans la foulée, Dr Wakefield est radié de l'ordre des médecins britanniques. Entre fin 2010 et début 2011, Brian Deer signera une série d'articles dans le British Medical Journal, dévoilant l'intégralité des tenants et aboutissants de l'affaire, du montage financier aux fraudes scientifiques sans oublier les fautes éthiques. Malgré ces révélations, le mouvement anti-vaccin prospère et Wakefield n'a toujours pas été traîné devant un tribunal pour répondre de la mort et du handicap des enfants non vaccinés.
De quoi le mouvement anti-vaccin est-il le nom ? La crédulité du grand public face aux thèses délirantes des anti-vaccins est le symptôme d'un conditionnement. Leur confiance est affaiblie après plusieurs décennies de déceptions politiques et de fausses promesses. Dans les médias, des imposteurs prêchant l'apocalypse monopolisent la parole, pendant que les vrais experts sont consignés dans les laboratoires. Le tout est recouvert d'une épaisse couche de propagande catastrophiste sidérante. Les citoyens ont perdu confiance dans les institutions qu'ils jugent à tort comme formant un ensemble cohérent et agissant contre leurs intérêts. Ils n'acceptent les thèses officielles qu'à condition qu'elles viennent flatter leur conditionnement catastrophiste. Les masses, ayant perdu la mémoire des maladies qui décimaient et mutilaient leurs ancêtres, personne ne s'étonnera que les vaccins soient parmi les premières victimes de leur défiance. Il faut aussi souligner que les réactions des institutionnels furent lamentables. The Lancet fut incapable d'assumer une rétractation franche et rapide, comme l'a fait la revue Food and Chemical Toxicology lors de l'affaire Seralini. Les médias sensationnalistes, aussi bruyants que possible pour relayer l'étude initiale, ne rapportèrent qu'à voix basse les contre-expertises, les fraudes et compromissions de Wakefield. L'impunité judiciaire dont bénéficie Wakefield n'est pas étonnante. Le charlatanisme en sciences comme en médecine n'est que trop rarement sanctionné. Le grand public n'ayant ni conscience de l'ampleur des conséquences, ni la capacité de comprendre les polémiques scientifiques, n'est pas demandeur de répression. L'état des systèmes éducatifs ne présage pas d'amélioration à court terme, bien au contraire. Lors de l'affaire Seralini en 2012, le monde scientifique a pu constater que les médias et les politiques n'avaient pas changé d'un iota leur méthode. D'abord, on fait le buzz sur une étude isolée en background douteux. Puis on enterre discrètement l'affaire dès qu'elle commence à sentir la charogne. Dans les cas les plus extrêmes, comme le Nouvel Obs, les journalistes n'ont pas hésité à offrir une tribune à une théorie du complot abracadabrantesque. L'avantage, quand on refuse d'admettre ses erreurs, c'est qu'on ne risque pas d'apprendre. Un article signé Technoprêtre, puis lu par Super Barbu. Abonnez-vous et suivez-nous sur rage-culture.com.